finalement, on se rend compte que expérience relativement proche, plein de points communs, avec quand même malgré tout une inquiétude sur l'avenir, sur quelque chose qu'on ne maîtrise Mm. pas, qui est la situation durer encore quelques semaines, quelques mois. Vous avez au moins l'expérience de l'année qui vient de s'écouler, mais effectivement, pour vous-même, j'imagine, professeur Gadot, votre pratique quotidienne va changer. Vous ne verrez plus du tout votre pratique en pédopsychiatrie de la même manière. Ça, c'est clair que, par exemple, par rapport, moi, je suis beaucoup dans l'autisme. C'est clair qu'aujourd'hui, insister comme ça, socialiser, 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 rencontrer du monde, faire plein d'activités, etc., je continuerai à pouvoir le promouvoir, mais je me poserai la question. Mm. J'ai vu certains enfants dire c'est trop compliqué pour nous le monde comme vous le voulez. Mm. Là, Excusez-moi. je vous en prie, je vous en prie. Et les enfants aussi par rapport à la pression scolaire, c'est clair que maintenant, une bonne partie de la guidance avec les parents, c'est de leur dire mais foutez-leur la paix, laissez-les vivre un peu leur enfance. Parce que les enfants étaient vraiment soulagés de ça. C'est-à-dire les enfants qui étaient plus du tout dans je dois aller, parce que certaines familles en Tunisie, c'est très simple, pour pouvoir proposer de faire une activité de loisir à l'enfant, elles peuvent me répondre, mais nous, on n'a aucun moment. Mm. Ils travaillent tout le temps jusqu'à 8 heures du soir. Mm. Et c'est vraiment, ça, c'est devenu, paradoxalement, la situation du confinement et de Covid et de la déscolarité, on va dire, programmée, était favorable à ces enfants-là. Ils étaient mieux. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est vrai qu'il ne faut plus être dans des dogmes, au moins dans ces deux cas particuliers, dans le cas de la scolarité et de la valeur qu'on lui donne, et aussi pour les enfants qui sont en mal dans leur partie sociale. Je parle en particulier des enfants avec autisme. Je pense qu'on doit pouvoir probablement respecter certaines de leurs différences et ne pas être dans une espèce d'obstination à leur imposer notre modèle. Il faut accepter que certains enfants puissent, puissent- peuvent mieux vivre avec on va dire, une partie sociale pas équivalente à celle de tout le monde. Mm. Peut-être que c'est peut-être mieux pour eux. Peut-être simplifier les choses pour eux. Merci, professeur. Taïeb, Euh, oui, oui, je vous Bah, en moi, je voulais juste pour rebondir sur ce que disait Naufel, je me disais, à sa façon, il nous parle de l'épigénétique sans la nommer. Et c'est une manière très, très optimiste de présenter les choses et je trouve ça merveilleux. prie. Merci. Merci beaucoup. Mm. on se pose quand même la question, Noufel. C'est Oui. vrai qu'on a constaté que certains enfants qui étaient soumis à des challenges vraiment très forts se sont améliorés, y compris chez les autistes, chez les enfants qui ont de l'autisme. Les hyperactifs également. Et d'autres enfants pour qui un peu l'école ou la vie sociale en général est un véritable challenge, ont été plus ou moins soulagés de ne plus être soumis à toutes les contraintes qu'on leur demandait, qu'on leur imposait. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'ils ont facilement rejoint leur situation de confort, leur zone de confort. Et à partir de là, bon, les parents sont contents peut-être qu'il n'y ait plus momentanément, qu'il n'y ait plus de manifestations comportementales qui dérangent. Et on se pose la question ensuite, mais alors, et la suite? Qu'allons-nous faire? Et à partir de quel moment, cet enfant va dire, bon, je suis là, je ne bouge pas et Oui. je partage très bien ton souci, hein, c'est-à-dire des pressions extraordinaires que subissent les enfants. Hein. Mais il doit bien y avoir un rythme raisonné de progression pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Et à mon avis, à mon sens, il s'agit de le trouver. Mais peut-être que ce que tous les deux vous soulignez en creux, c'est la pression de la dimension normative de nos sociétés, de nos institutions, et comment, Ouais. en tant que clinicien de l'enfance,
on peut essayer de trouver un moyen d'accompagner la singularité pour que justement les mettre à l'abri ou en tout cas essayer d'adapter cette pression-là afin que l'enfant puisse exprimer ses potentialités. Et c'est un vrai paradoxe. Et en période de crise, avec partout, pays riches ou moins riches, des moyens qui diminuent, c'est très compliqué de concilier en fait cette double contrainte. Parce qu'effectivement, la question de la singularité est fondamentale, mais en même temps que ce soit l'institution scolaire, j'ai envie de dire même l'institution sanitaire et tout ça, elles sont quand même très, très normatives et c'est très difficile de travailler avec ça. En tout cas, moi, j'ai tout le temps le sentiment de faire le grand écart en permanence. Oui, tout à fait. Et moi, par-delà la situation particulière de l'école que j'évoque, je pense qu'on a la chance en pédopsychiatrie d'être un peu aux confins. Nous sommes médecins, issus du monde médical, mais nous sommes aussi très ouverts sur les sciences humaines, sur les sciences sociales. Et je pense que nous nous sommes laissés aller ces dernières années à une envie de vouloir faire comme tous les autres médecins, c'est-à-dire agir avec des guidelines, des recommandations, des choses ultra codifiées pour pouvoir un petit peu aspirer à une sorte de evidence-based medicine, comme on dit, c'est une médecine très, très, on va dire, fondée sur des preuves. Et tout ça, on se rend compte, grâce à cette crise, est tributaire d'un mode de vie très particulier. Pour peu que ce mode de vie-là, on le perd, beaucoup de nos dogmes tombent à l'eau. Et on se retrouve démunis. C'est-à-dire vraiment, si on a basé beaucoup de nos interventions sur un certain mode de vie des familles, sur une certaine application des structures sociales, sur une certaine forme d'échange, etc., ou de vie autour de l'école, c'est un peu ce qui arrive aux cellules hyper spécialisées. C'est comme les neurones. Après, elles ne peuvent plus se multiplier, elles ne peuvent plus. Vous voyez ce que je veux dire? En devenant trop, on va dire, normé, on devient du coup moins flexible, moins réactif. On perd en créativité. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que nous avons la chance d'être une spécialité très créative, grâce à la singularité, comme tu viens de le dire, Tayeb, mais aussi grâce aussi à notre richesse. Nous avons un background très riche d'auteurs qui vont brasser aussi large que les neurosciences les plus, on va dire, très pointues au niveau biologique ou au niveau comme ça physiologique. De l'autre côté, on a une richesse d'auteurs qui sont des philosophes, qui sont des penseurs. Et je pense que ça nous permet de nous adapter mieux. C'est-à-dire, je pense que le confinement et l'expérience Covid changeront des choses, mais peut-être amèneront les praticiens à mieux penser et évaluer leurs interventions, non pas en termes de recommandations, de guidelines, mais en termes qu'est-ce qui est mieux pour mon patient finalement? Qu'est-ce qui est mieux pour mon patient plutôt que d'aller appliquer des formules ultra codifiées. C'est vraiment ce que je garde un petit peu comme enseignement. Alors évidemment, ça tombe mal pour les pays de l'Afrique du Nord parce que nous, on est en construction et quand on construit, on a besoin d'avoir un modèle assez clair, etc. Donc, on était dans l'illusion qu'on pouvait justement reproduire certains modèles, faire exactement comme les autres avant nous ont fait ou comme nous, on nous a enseigné de faire. Évidemment, quand on est dans des crises comme ça, ça va peut-être partir dans tous les sens, mais je pense que ça permet aux associations qui nous regroupent, et nous sommes aujourd'hui avec 3 personnes qui sont clés dans leur société savante représentative des pays, à amener cette réflexion-là. Qu'est-ce qui est bien pour nous en Tunisie? Qu'est-ce qui est bien pour nous au Maroc? Est-ce qu'on a besoin exactement des mêmes modèles ou est-ce qu'on doit justement essayer de proposer des choses plus appropriées? Moi, je pense que ça a posé aussi la question de la structure. Je parle de structure de personnalité, c'est-à-dire autant notre structure à nous et la structure des patients et la structure des parents. C'est-à-dire quand on est assez psychorigide et quand on est dans le conformisme ou dans le normatif ou dans des seuils assez
voilà, des choses assez carrées et cadrées. La pandémie a vraiment complètement fragilisé les personnes rigides. Et la flexibilité mentale et la capacité d'adaptation a été vraiment très, très, très mobilisée chez chacun, mais tout le monde n'avait pas la capacité de s'adapter. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un certain nombre de repères et de stabilité qu'ils ont totalement perdus. Et c'est là que vraiment on a vu les personnes vaciller alors qu'on avait l'impression que c'était des personnes très stables et très solides. Et c'est là qu'on voit un petit peu les facteurs de fragilité différemment. Oui, absolument. C'est une très belle réflexion. Ouais. La structure, être trop rigide, finalement, prédispose à être en difficulté à chaque fois qu'il y a un changement. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense qu'une des leçons, c'est être flexible, c'est d'offrir des services flexibles déjà, et être soi-même dans sa tête, dans sa façon de faire, flexible. Et c'est vrai que je disais en marge de cette épidémie qu'on vit tous depuis une année, il y a un phénomène sociétal qui a pris de l'importance chez les jeunes, c'est les fameux haragas. On constate qu'effectivement, il y avait eu un temps de latence, mais que c'est pour moi quand même malgré tout une mise en danger de se jeter comme ça, de partir, de se jeter à la mer pour échapper à un quotidien compliqué. Les haragas sont de plus en plus jeunes et que le phénomène qui s'était pendant un temps calmé a repris de plus belle malgré le confinement. Alors, pour un petit peu donner raison à vos propos, effectivement, par exemple, pour ne pas aller très très loin, je pense que dans le service, au moins ce mois-ci, nous avons eu 4 ou 5 adolescentes de 14 ans, de 13 ans, qui, dans leur fugue, avaient le projet justement de brûler, comme on dit, c'est-à-dire de tahraq haragaz, donc justement en Italie, et qu'elles étaient déjà arrivées à un stade très avancé où elles étaient déjà en contact avec le passeur, qu'elles ont déjà eu un peu d'argent. Je ne sais pas, est-ce que c'est lié ou pas à la crise Covid, parce que la Tunisie passe par une crise plus grave que le Covid. Je pense que c'est la crise politico-sociale. Et donc, je pense que pas seulement les adolescents, mais partir du pays est devenu une sorte de valeur importante pour beaucoup de personnes, quelle que soit leur situation. Mais peut-être le Covid a fait quelque chose, c'est que on a moins d'emprise sur les ados. C'est-à-dire, ni dans les familles structurées où les parents ne savent plus comment s'organiser avec les rythmes scolaires qui changent, avec justement la vie sociale de l'enfant elle-même qui est différente. Parce que, c'est-à-dire, dans les familles aisées, par exemple, une des choses qui a changé, c'est que oui, l'enfant continue à avoir de l'école. S'il va dans une école privée, ce n'est même pas un jour sur deux comme ceux de l'école publique, c'est chaque jour avec un appoint d'études en ligne, comme disait Rizlan tout à l'heure. Mais ce qui a changé, c'est qu'il ne peut plus aller nulle part. C'est que la majorité des activités de loisirs qui occupaient le temps d'un enfant étaient en stand-by. Beaucoup d'activités sportives ou beaucoup d'activités artistiques, etc. Donc, les parents ont moins d'emprise sur ces enfants. Ils ne savent plus comment les occuper. Les écrans sont là et les enfants les réclament d'une manière très affirmée. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu m'empêches propose-moi quelque chose. Bah, j'ai du mal à te proposer quoi que ce soit. Je n'ai pas appris, je n'ai pas ça dans mon logiciel antérieur. Et dans les familles les plus défavorisées, à ce moment-là, vraiment, les enfants sont dehors. Et puis beaucoup de parents apprennent, surpris, qu'il n'est pas allé au lycée depuis un mois. Qu'il croyait que c'était le jour où il n'avait pas cours, etc. Tout le monde se perd un peu dans ces histoires-là. Et que les jeunes sont moins encadrés aujourd'hui. Et peut-être que ça, c'est un impact direct du Covid sur le fait qu'on voit beaucoup plus de profils comme ça parmi ceux qui migrent clandestinement. Peut-être pour conclure aujourd'hui, à moins que vous ayez les uns les autres souhaité ajouter, compléter cette très intéressante... Oui, moi j'aimerais bien revenir sur ce problème d'échapper un peu aux contraintes des recommandations rigides et de l'organisation générale du travail qui est assez stricte, etc.
je ne sais pas. Hein. Partant du principe du respect, donc des différences, nous sommes dans une situation où il est extrêmement difficile justement de normer les choses. Je sais pas d'où on voit les choses. Hein. Moi, à partir du lieu où je travaille et où je vis, je vois les choses comme ça. Nous avons énormément de difficultés à établir des procédures. Hein. Dans la vie professionnelle, c'est extrêmement complexe. Allez, essayez d'obtenir, enfin, dans notre cas, essayez d'obtenir par exemple des horaires de travail fixes pour tout le monde. C'est extrêmement difficile. Essayez d'obtenir disons, des cheminements diagnostiques, etc., établir des relations avec les autres services qui sont plus ou moins normalisés, qui nous renseignent, qui fonctionnent à temps, etc. Nous nageons dans un océan aléatoire, justement, d'éléments aléatoires, et nous avons besoin, nous ressentons un besoin extraordinaire d'avoir justement des cadres qui sont sécurisants pour le travail que nous faisons, pour le faire aboutir, hein, pour les professionnels aussi. Donc, je sais pas. C'est une réflexion qui engage effectivement, qui s'ouvre sur un monde peut-être qui est extrêmement organisé, qui est extrêmement, disons, codifié et qui met la pression sur beaucoup d'enfants, d'adolescents et même d'adultes. Mais ce qui met la pression, ce qui nous concerne, nous, justement, c'est beaucoup plus de déficit dans plusieurs domaines. Et c'est la précarité. Et c'est la crise, l'état de crise sociale, politique et économique dans laquelle les gens vivent quotidiennement. L'absence de ponctualité. Les gens n'ont pas de transport, n'ont pas d'horaire de transport, ne savent pas quand est-ce qu'ils vont arriver, quand ils vont sortir, etc. C'est extrêmement difficile à gérer tout ça. C'est vraiment des choses, disons que tout est tout est extensible à souhait. Voilà. Je m'excuse d'exprimer un peu un avis qui se situe en contretemps. Mais, Idriss, oui. C'est dommage, il nous reste peu de temps, mais si je puis me permettre, à la fois, j'entends personnellement parfaitement ce que tu dis, je le partage, mais je voulais pondérer en insistant sur le fait de séparer, sur la nécessité de séparer le contenant et le contenu. Oui. Je suis tout à fait d'accord que, s'agissant par exemple de l'Algérie, il y a un vrai problème de cadre. Absolument. Mais la souplesse que personnellement je réclame même ici, c'est à l'intérieur d'un cadre qui, lui, est organisé. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion de niveau. Bien sûr, absolument. Je partage entièrement tes craintes et tes préoccupations, parce que sinon, ça va être la confusion. C'est pas du tout ça. Le problème qui me préoccupe, c'est que justement, le défaut de contenant ou le défaut de cadre va faire que les procédures se rigidifient ou vont devenir insupportables pour tout le monde. Alors que si on avait un cadre qui était stable, sécure, garanti, tu aurais pu tout à fait être créatif, innovant, et tu aurais pu le manipuler tout en restant à l'intérieur. Et je ne peux pas résister au plaisir de terminer sur quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qu'on aime tous les deux, qui est Mouloud Mamri, quand il parlait de la Mousnaou. Mousnaou, c'est ce vieux sage, parce que Mouloud Mamri, très tôt, s'est posé la question de la tradition. Il dit comment faire avec la tradition. Et lui, il répond, il dit en fait, si la majorité des gens jouent selon les règles, Mousnaou, le sage, lui, il joue avec les règles. Et ce faisant, il dit au sien, c'est-à-dire à son groupe d'appartenance, qui ils sont au moment même où il le dit. Parce qu'il peut jouer avec les règles, donc il peut les transgresser, mais en les transgressant, il permet à la tradition de continuer à exister, mais en même temps à se transformer. Et c'est toute la différence. Et je crois que vous,
vous êtes aussi des amousna ou des sages à votre façon, en tout cas dans le domaine qui est le nôtre. Donc, c'est aussi de porter cette idée-là qu'effectivement, à la fois revendiquer un cadre qui soit lisible et compréhensible pour tout le monde, mais à l'intérieur, donner toute sa place à la singularité pour que les choses puissent avancer pour chacun. Oui, Tout à fait j'aime beaucoup d'accord. cette réflexion, cette très belle réflexion. Tout à fait. Bon, Merci. c'est la sagesse de Taïeb Ferragi, hein, également. Merci. Merci, sauf à ce que vous souhaitiez faire une petite conclusion les uns et les autres. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les trois. J'ai beaucoup appris. C'était un vrai plaisir. Et puis j'espère qu'on va récidiver sur d'autres sujets et physiquement dès que possible. Avec plaisir. N'oubliez Avec pas. grand Hein, plaisir. merci, très sincèrement. Ok. Merci à Taïeb dans des circonstances particulière d'avoir respecté ce rendez-vous. Merci à tous les trois de l'autre côté de la Méditerranée. On trépille là, ici de pouvoir prendre. Moi, j'ai mon passeport, mais je ne peux pas prendre d'avion. Sinon, c'était un plaisir en tout cas de passer du temps avec vous aujourd'hui. Comme disait Taïeb, à votre disposition pour poursuivre cet échange sur ce sujet ou d'autres. En tout cas, il est très instructif et vraiment merci du temps que vous nous avez consacré cet après-midi. On va peut-être finir sur une note positive de cette année qui vient de s'écouler. On en tire forcément des expériences et on va en sortir plus fort malgré tout. Je pense que c'est ça qu'il faut tirer comme leçon. Absolument. Merci d'avoir permis cette rencontre. Merci. Mm. Professeur Benjeloun, à bientôt à Casa. Oui, à très bientôt. Vous êtes tous les bienvenus. On a l'habitude, je pense, c'est la réputation d'être hospitalier et chaleureux et on attend juste l'occasion de le prouver. Oui, vous voyez, je suis en train de préparer mes prochaines vacances quand les frontières vont se rouvrir. Donc, Casa, que je ne connais pas du tout. Alors, je connais un peu Monastir, professeur Gaza. Avec plaisir. Et Djerba. Alors, si, Voilà, très bien. Vous étiez Djerba, donc ça me va très bien, Djerba. Merci Professeur beaucoup. Terranti, merci. Constantine, c'est. Merci. Vous serez la bienvenue. Merci. Mahba Bikoum, merci. Merci. Merci à tous. Donc, je rappelle, je remercie les téléspectateurs qui sont restés, les auditeurs qui sont restés avec nous, que les vidéos seront disponibles au plus tard lundi, donc dans quelques heures, sur la page YouTube, à la chaîne YouTube, et puis elles vous seront adressées par lien. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Restez prudents. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à Au vous. revoir. Merci.